Bonjour, Arthur Catalahi, Adoka Advisory associé. On est aujourd'hui avec Monsieur Charles Ménil, Général Manager de Lugamine, une société minière basée au Katanga. Bonjour Monsieur Ménil. Bonjour Arthur et bonjour à tous vos abonnés. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. On va parler de votre parcours très intéressant qui a commencé dans la finance. On va commencer avec votre background académique. Et vous avez gradué de Saint-Cyr, de Paris-Dauphine. Vous êtes français et ça fait presque 10 ans que vous êtes en RDC maintenant, c'est bien ça ? C'est exactement ça, en effet. Donc très rapidement sur mon CV, j'ai un parcours académique assez classique pour qui veut travailler dans la finance en Europe. Donc effectivement, Paris-Dauphine, c'est une bonne adresse pour ce qui est de la finance de marché et de la finance d'entreprise. Et c'est dans cette direction que je me suis orienté. Et effectivement, j'ai aussi doublé ça d'un passage dans l'académie militaire à Saint-Cyr, parce que je pense que à l'époque, c'était très formateur et j'ai jamais regretté cette décision-là. Et puis voilà, suite à ça, j'ai commencé ma carrière dans la finance, d'abord comme junior dans le corporate finance chez Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers. Et puis ensuite dans le capital investissement, j'étais plus précisément dans le venture capital pour dire, dans le software. Ça, c'était à Francfort. Entre-temps, j'ai quand même eu une expérience, disons, qui n'est pas si courante que ça, puisque j'ai traversé l'Afrique déjà à l'époque dans ma jeunesse, de nord au sud, de façon à découvrir tous les pays qui constituent ce beau continent, pour le dire. Et donc comme ça m'a donné une première expérience, une première approche et une certaine passion pour le continent, tout simplement. Bon, je reviens très rapidement sur mon passage dans le capital investissement. Effectivement, on a fait quelques transactions à l'époque dans le software. Et puis après, j'ai fait du LBO classique. Vos abonnés qui connaissent la finance américaine sauront de quoi je vais faire. Donc c'est le leverage buyout, c'est donc tous les montages financiers en private equity de façon à faire des rachats de sociétés, n'est-ce pas, basés sur la dette. Voilà. Après, la question suivante que je voulais vous poser, c'était pourquoi cette bascule immédiate de l'Europe et du capital investissement, la finance, au secteur minier immédiatement? Est-ce que c'était une passion que vous avez avant, une industrie dans laquelle vous vouliez entrer, ou c'est une combinaison de plusieurs choses? Alors, très modestement, je vais quand même devoir vous dire qu'il y a certaines modes dans la finance. Pour qui a un peu d'historique, tout le monde se souvient qu'il y a 30 ans, 20 ans, moi j'ai commencé ma carrière, puisque j'ai 51 ans, j'ai commencé ma carrière il y a déjà une petite trentaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas. Et à l'époque, tout était sur le service, d'accord. C'était le modèle américain. En dehors des services, rien ne comptait. Les choses ont changé depuis quelques années et on se retrouve toute l'économie mondiale se retrouve de l'attention pour les secteurs primaires. Ça concerne l'agriculture. Entre parenthèses, les gens qui connaissent un petit peu savent que, par exemple, en Ukraine, 40% des terres arables sont détenues par Cargill, Monsanto, DuPont, donc des acteurs américains importants. Bill Gates est aussi entré dans le secteur primaire, donc eux, ils sont plutôt dans l'agriculture. Le minier, bien sûr, c'est crucial. Ça l'était avant et on s'en aperçoit maintenant. Donc effectivement, aujourd'hui, on a tendance, dans l'époque incertaine que nous connaissons, de retourner un petit peu vers des bases. Et le minier en est une, et le minier au Congo, c'est probablement un des très bons endroits, un des très bons spots dans le monde pour commencer, quoi. Voilà. Et le secteur minier dans le sud-est de la RDC est à la fois complexe, mais offre parallèlement
Comme vous le savez, énormément d'opportunités très intéressantes présentement et dans le futur. Quel rôle joue une entreprise à taille moyenne comme Loogamin dans cet essor et quelle est l'offre de services spécifique de votre entreprise? Alors ça, c'est effectivement c'est une bonne question. Je pense que c'est nécessaire d'articuler la réponse en deux parties. La première, c'est de dire très rapidement l'avantage du Katanga, donc tout le sud-est de la RDC par rapport au Grand Est. C'est que la plupart des grandes sociétés internationales minières s'implantent beaucoup plus volontiers en priorité au Katanga, et on peut développer ça ensuite, versus toute la zone nord-est. Et ça a pratiquement rien à voir avec la richesse des ressources puisque le Congo, comme chacun sait, est une terre bénie des dieux qui possède des minerais riches à peu près dans toutes les zones. Seulement, il se trouve que, corrigez-moi, mais à part Barrick qui a sa mine de Kibali, il n'y a pas beaucoup de mines internationales, d'opérateurs miniers internationaux qui ont des opérations dans le nord-est. On peut revenir un petit peu très rapidement, c'est bien sûr la situation de la sécurité, les voies de communication, les interférences étrangères, etc., etc. Bon, tout le monde connaît ça. Donc le Katanga, c'est une zone qui, au contraire, permet d'héberger un certain nombre d'investissements qui sont, bankable, qui sont aux standards internationaux. C'est un petit peu comme ça que je le dirais. Et donc nous, Loogamin, pour répondre à votre question plus précisément, nous on se veut un investisseur primaire, c'est-à-dire que on s'est aperçu, et ça c'est quand j'ai commencé mon activité au Congo, comme vous l'avez dit, une petite dizaine d'années, que entre l'exploitation artisanale qui perdure dans beaucoup de zones et les immenses opérations minières de KCC, Mutanda ou autres, finalement il y a très peu d'opérateurs. Donc nous, on est un peu à la croisée des chemins où on fait on s'occupe pas de l'exploration en tant que telle, mais on identifie des zones, soit avec une exploration qui a été faite, soit qu'on poursuit nous-mêmes. Et ensuite, on est capable de planifier toute la chaîne de valeur, ce que peu de gens font. Peu de gens font ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont uniquement intéressés aux ressources, d'autres gens qui sont intéressés uniquement à prendre des commissions, etc., etc. Nous, on est capable de planifier toute la chaîne de valeur jusqu'au schéma d'exportation, pardon. Et ça nous permet disons, vendre des opportunités d'investissement selon les conditions qui sont acceptables pour les investisseurs étrangers, je dirais. Voilà. Et donc notamment, on a été pionnier sur les remblais. Bon, maintenant un petit peu, ça c'est fini. Faut-il que j'explicite un tout petit peu ce que c'était les remblais ? Oui, absolument, pour notre audience, oui. D'accord. Oui, en fait, tout simplement, quand la Gécamine exploitait elle-même, elle le fait encore bien sûr, mais à moindre échelle, des carrières, elle procédait à la constitution de remblais de plusieurs centaines de milliers ou millions de tonnes qui étaient réputés pauvres. Mais en fait, la technologie actuelle permet de traiter les métaux qui sont contenus dans ces remblais. Donc, c'était un moyen de valoriser à peu de frais des métaux qui étaient disponibles, quoi. Donc voilà. Ça, maintenant, c'est un petit peu passé puisque les remblais ont été largement exploités et donc maintenant, c'est un peu plus difficile. Donc nous, en fait, tout simplement, en conclusion de la question, c'est qu'on est plutôt à la croisée des gros investissements. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a validé la chaîne de valeur, là, on peut faire des propositions d'investissement de façon à développer en collaboration avec des gros opérateurs miniers internationaux. Et on fait pas vraiment, on n'est pas vraiment très intéressé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vision long terme. On n'est pas très intéressé à faire un flipping de projet comme certains le font. Dan Gertler, par exemple, sans chercher à juger de l'opportunité ou pas de cette approche, quoi. Voilà. Également, d'après le cabinet londonien spécialisé en intelligence minière CRU Group, l'industrie mondiale du cuivre se doit d'investir plus de 100 milliards
de dollars sur les 10 prochaines années pour combler le déficit annuel de 4,7 millions de tonnes de cuivre au regard de la demande mondiale et de la transition énergétique. La demande pour le cobalt est également tout aussi forte. Après, il faut dire que ce sont des opportunités qui vont décupler sur les prochaines années, forcément, puisque la demande va quadrupler, d'après certaines estimations. Que faut-il comme condition pour que Lugamine et d'autres acteurs du secteur continuent d'explorer, sécuriser et démarrer d'autres projets d'envergure, des projets miniers, en RDC? Le préalable que vous avez fait, c'est une présentation parfaitement juste. C'est-à-dire qu'il y a une transition qui est en train de se mettre en place. Et donc, juste pour poursuivre sur ce préalable très rapidement, il y a effectivement un boom du cuivre. Et c'est très intéressant de voir que quand certaines commodities se sont effondrées avant de remonter, etc., notamment dans les périodes récentes, finalement le cuivre s'est maintenu à des très bons niveaux en dépit de la baisse de l'activité en Chine en lien avec le Covid. Ça s'est maintenu et c'est très intéressant à voir. Mais bon, on parle du cuivre, vous avez parlé du cuivre, c'est la principale ressource. Il y a le cobalt qui est utilisé, les gens ne le savent probablement pas parce que les gens se disent bon, le cobalt, à quoi ça sert? Le cobalt, ça sert essentiellement à stabiliser les batteries, c'est-à-dire pour éviter des phénomènes que tout le monde connaît sur la combustion spontanée, explosion de batterie, etc. Le cobalt est là pour stabiliser les batteries. Mais bien sûr, il y a le lithium. Et le lithium, je dirais que c'est the new frontier pour ce qui est du minier en RDC. Le Chili se veut les deuxièmes réserves mondiales après l'Australie, me semble-t-il. En tout cas, l'Australie est largement producteur numéro 1 du lithium. Manono, la zone de Manono au Congo, au nord du Katanga, c'est une zone qui est en passe de devenir la nouvelle Californie de ce point de vue-là. Donc, bien sûr, il faut construire des routes, etc. Mais il y a des potentiels énormes. Donc ça, c'est une remarque préalable. Je dirais juste, pour ajouter un tout petit mot, que il ne faut jamais baser un business plan sur les derniers cours observés des matières premières parce que vous avez une volatilité énorme. Vous avez mentionné le cobalt. Le cobalt, moi j'ai vu le cobalt à 90 000 $ la tonne. Bon, ça s'est à peu près stabilisé à 35, mais il y a des opérateurs qui ont fait leur business plan basé sur ça. On peut mentionner chez MAF, il me semble que c'est pas un grand secret. Ça cause bien sûr des petits problèmes au niveau des financements ensuite. Bon, ça se passe très bien pour chez MAF, pas de problème. Mais il faut garder ça en tête. Et puis, si je peux faire une petite anecdote pour vos abonnés. Une chose intéressante, c'est que moi, en tant qu'occidental, moi je suis basé en Suisse, en tant qu'occidental qui est basé sur le terrain au Congo, l'aspect hype de certains métaux, je l'observe directement sur mon WhatsApp. Parce que quand la demande de lithium est forte, j'ai des vidéos de gens qui me disent « Ah, j'ai du lithium, viens donc m'acheter le lithium ». Et en ce moment, quand l'or passe les 2000 $ l'once, à peu près toutes les semaines, ou au moins une fois par semaine, si ce n'est pas deux, j'ai des vidéos de gens qui me disent « Ah, j'ai 2-3 kilos d'or, est-ce que vous voulez me les acheter ?» Bon, bien sûr, ça ne marche pas comme ça, en tout cas pas pour nous. Mais c'est amusant de voir la hype, oui, parce que d'ailleurs, on a oublié de parler de l'or, mais en ce moment, bien sûr, c'est une tendance importante, quoi. Alors, juste on va aller très brièvement, je ne vais pas faire un inventaire à l'après-vert, on ne va pas fatiguer tout le monde avec des grandes listes. Mais bon, pour parler, vous m'avez demandé quelles sont les conditions. Alors, les conditions, la première, c'est la sécurité physique. On en a un tout petit peu parlé à la question d'avant, je ne vais pas revenir dessus. Il y a aussi un point essentiel, c'est la sécurité juridique. C'est-à-dire que vous avez... il faut que les contrats et les concessions signées soient totalement sécurisés et qu'on ne revienne pas dessous. Et il faut quand même noter qu'il y a eu plusieurs transitions disons de régime, j'ai pas envie d'employer ce mot-là, mais de présidence dans les dernières décennies, que ce soit entre président Mobutu, Musée Kabila, et son fils, et désormais son Excellence, M. Félix Tshisekedi.
jamais les contrats ont été annulés brutalement à un moment de changement de pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose que je passe mon temps à expliquer aux investisseurs internationaux. Après, bien sûr, conjoncturellement, il peut y avoir des difficultés qui font un peu de mauvaise pub. Bien sûr, tout le monde a entendu parler du conflit qu'il y a entre la Gécamine et les gros opérateurs chinois en ce moment. Pourquoi ? Vous le savez aussi bien que moi, c'est que tout simplement, quand la concession, quand la part minoritaire ou le partenariat, pour en dire, ça dépend des structures qui ont été mises en place, mais quand les Chinois ont, je fais simple, quand les Chinois ont racheté les parts de la Gécamine pour rester seuls dans les projets, on les a accusés d'avoir sous-valorisé les réserves, d'accord ? Et donc c'est pour ça qu'on revient après plusieurs années en disant attendez, il va nous falloir 1, 2, 3, 7 milliards de dollars pour compenser ça. Et ça, bien sûr, c'est très mauvais pour tout le monde. Mais je tiens aussi à préciser que des contrats qui sont remis en cause, c'est pas l'apanage de la RDC. Vous avez le président Macron qui est venu récemment à Kinshasa. Le président Macron, il était allé signer non, c'était pas lui, c'était son prédécesseur, je crois, mais qui avait signé des grands contrats de sous-marins en Australie. Un jour, on lui a dit c'est terminé. Donc c'est pas l'apanage du Congo. Mais quand même, c'est vraiment crucial de cette sécurité juridique. Et selon moi, elle est là. Un troisième aspect, et je vais très vite, c'est le risque de réputation. Donc il faut là aussi éduquer les investisseurs internationaux, leur dire non, c'est pas si grave. Il faut pas, tout le monde croit que les guérillas sont partout, que le travail des enfants est omniprésent, que la corruption est omniprésente. Tout ça, c'est des caricatures. Personnellement, j'ai jamais vu des enfants travailler dans des mines de cobalt au Katanga. Or, si vous demandez aux journalistes occidentaux, qu'ils soient au FT ou bien à The Economist ou ailleurs, pour eux, si vous leur parlez de cobalt congolais, ils ont l'image d'enfants en train de piocher. C'est pas comme ça. Donc ça aussi, c'est une condition, à mon sens. Moi, je me bats à mon niveau quand je fais des propositions d'investissement, mais le risque de réputation est là. Et vous avez aussi mentionné un point, c'est un autre point, ce sera notre quatrième point très rapidement, c'est que bien sûr il faut surveiller les infrastructures, les voies de communication. C'est ça l'attractivité du Katanga. Il y a des routes qui sont bonnes, mais il est nécessaire de faire de la maintenance sur les routes. Il faut développer les voies ferrées, il y en a une. Il faut surveiller un petit peu toutes les contraintes au niveau des péages, des barrières intempestives quand vous rendez sur un site minier. Tout ça, c'est des choses c'est des éléments qui bloquent un petit peu le business au quotidien. Ça, bien sûr, c'est des efforts sur lesquels on peut travailler. On a parlé de Manono. La route de Manono, en saison des pluies, c'est 2 jours avec un bon Land Cruiser à partir de Lubumbashi. Mais de toute façon, quand les investissements est là, quand le business est là, bien sûr, des routes sont construites. Et j'ai envie de mentionner un dernier point. Et ça, les Congolais qui connaissent vont sourire doucement. Mais est-ce que vous savez combien il y a de services qui travaillent à la frontière à Kasumbalesa au niveau de l'exportation et de l'importation ? Alors, j'ai pas compté, mais il y a une accumulation de services invraisemblables. Donc, il y a la DGDA, donc les douanes. Il y a l'OCC, l'Office congolais de contrôle, donc pour ce qui est de la qualité des produits qui rentrent, qui sortent. Il y a la DGM pour vérifier qui rentre, qui sort, les chauffeurs de camions, etc. Il y a, maintenant ça s'est un petit peu calmé, mais il y avait la quarantaine au niveau du Covid pour l'hygiène. Il y a les services de l'État régalien, l'ANR, qui est aussi présente. Il y a la division des mines qui demande son obol pour le transport des minerais. La DECAT, encore notre service de l'État. Donc il y a une accumulation de services de l'État qui, chaque administration requiert ses propres fees, ses propres frais, je dirais. Est-ce que l'idéal, ce serait pas de centraliser tout ça ou essayer de le centraliser un maximum possible, en fait ?
Alors ça, c'est effectivement l'idéal, ça c'est absolument la solution, c'est la solution évidente. Mais il faut aussi reconnaître aux Congolais d'avoir un certain pragmatisme, c'est-à-dire que tous ces services de l'État on est tellement habitué à traiter avec eux qu'en gros, ça se passe sur le modèle d'une sorte de guichet unique, quoi, hein. Mais il ne faut pas sous-estimer le fait que s'il y a le moindre souci avec un seul de ces services, votre camion est bloqué. Et ça, vous ne pouvez rien échanger. Donc, c'est un petit peu ça. Voilà. Okay. L'industrie minière a pour objectif la neutralité carbone avant 2050. Est-ce réalisable au regard des tendances actuelles et est-ce une nécessité, est-ce une priorité ? Alors, je peux dire mon opinion vraie là-dessus ? C'est pour ça que vous êtes là. Hein. Alors Arthur, je pense que la chose, personnellement, j'ai des gros doutes sur cette histoire de neutralité carbone, même dans le monde occidental, d'accord ? Juste un petit exemple, le Parlement européen, comme un seul homme, avait voté la fin des moteurs thermiques sur les véhicules à l'horizon 2035. L'Allemagne vient de faire marche arrière. Donc, personnellement, si je vois l'Allemagne faire marche arrière, je vois mal le Congo s'engouffrer sur quelque chose qui me paraît assez dogmatique. Et puis après, pour la neutralité carbone, il faut observer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Je veux pas aller trop loin là-dessus parce que peut-être qu'on peut revenir dessus un peu plus tard. Mais en plus, je suis pas un véritable spécialiste de l'énergie et je vais être honnête avec vous. Mais je vois que pratiquement toute l'énergie, une grande partie de l'énergie qui est consommée au Katanga, notamment dans les zones un petit peu minières qui sont pas reliées au grid, tout ça c'est sur le fuel. Donc il y a je parle pas des grosses opérations parce qu'il y a des lignes en tension quand même, hein. Mais si vous me demandez la condition évidente, il me semble que c'est le développement du barrage sur le fleuve Congo. La dernière fois que je m'étais intéressé à la question, il y avait encore un certain nombre de turbines de l'ancien barrage d'Inga qui étaient en panne, enfin qui étaient plus opérationnelles. Il y a le barrage Grand Inga comme projet en ce moment. Là aussi, c'est une condition sine qua non. Et puis la remise en état du réseau lui-même, c'est-à-dire la distribution, les lignes électriques, etc. Mais il faut quand même dire une chose, c'est qu'une fois de plus, au Congo, les gens ont la chance d'avoir un des fleuves les plus puissants du monde, qui peut leur assurer une électricité qui irrigue toute la zone et pas seulement Congo, quoi. Voilà. Pour continuer sur cette question énergétique, les prix de l'énergie ont atteint des niveaux records ces derniers mois, conséquence aussi de la géopolitique, et il semble qu'il n'y aura pas de baisse significative à l'avenir. Et le déficit et la précarité énergétique en RDC limitent parfois la capacité de lancer de nouveaux projets d'envergure. Est-ce que vous avez une idée sur comment remédier à cela, même si vous en avez déjà donné une partie de la réponse? Oui, alors tout à fait. Encore une fois, on sort un petit peu doucement de ma zone d'expertise, mais disons que j'ai une approche un petit peu utilisateur final de la question. Tout ce que je vois, c'est que effectivement, l'énergie qui est consommée au Katanga, notamment dans les transports, mais aussi pour l'électricité, c'est essentiellement le carburant, c'est le fuel, c'est le diesel. Et il suffit d'observer le nombre non seulement de camions, de camions citernes qui transitent, donc pour ce qui est observable, mais tous les gens, toutes les administrations, l'aéroport bien sûr, toutes ces zones-là sont alimentées par des groupes électrogènes d'urgence, parce que bien sûr certains services ne peuvent pas tomber en carafe, pour dire ça comme ça, parce que la SNEL est en rupture, et malheureusement ça arrive beaucoup. Maintenant, j'aimerais quand même faire une précision, c'est que j'ai des amis sud-africains qui viennent à Kinshasa ou à Lubumbashi qui me disent maintenant, nous, à Johannesburg, on a des coupures de carburant des coupures d'électricité de 10 à 12 heures par jour. Au Congo, en ce moment, nous, on a 4 heures. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez ironique là-dessus, non ? Rapidement, en off, on était en train de parler tout à l'heure du Qatar et de l'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'au Congo, on a quand même, pas un monopole, mais beaucoup de mines sont en opération avec une propriété chinoise, totale ou partielle.
qu'est-ce que vous pensez de la diversification d'investisseurs et d'opérateurs étrangers pour l'économie congolaise? Est-ce que c'est quelque chose qui serait à prodiguer, qui ferait du bien au pays, ou alors il faut continuer sur la voie actuelle, en avoir quelques-uns et puis ne pas diversifier le pool d'opérateurs, tout simplement? Alors, je crois que là, on tombe très rapidement sur des aspects géostratégiques, parce que la guerre en Ukraine a polarisé le monde de façon assez évidente entre un bloc occidental et un bloc alternatif, donc une mondialisation inverse qui est menée par les BRICS derrière la Chine, la Russie qui est derrière, mais des très grandes puissances telles que l'Inde. Et on se retrouve finalement dans une configuration où le monde est séparé. La position du Congo, pour moi, bien sûr, je ne peux pas la juger et c'est très difficile de dire vers qui doit se tourner le Congo. Mais bien sûr, en tant que pays indépendant et qui cherche sa propre voie, j'encouragerais volontiers le Congo à chercher des partenaires avec tous les pays qu'on a mentionnés. Je pense que l'Inde notamment, c'est un partenaire très indépendant qui est naturel. L'Arabie Saoudite, c'est une chose totalement extraordinaire. On n'aurait jamais pensé voir ça, mais l'Arabie Saoudite se détache du bloc américain. L'Arabie Saoudite peut jouer son jeu et en coopération avec le Congo, bien sûr. Je ne parle pas de la Chine. La Chine est extrêmement présente au Congo. Ça depuis des années. C'est comme une histoire d'amour. Hein. Il y a des hauts et il y a des bas, mais je crois qu'ils sont là. Et je pense que la chose qui m'interpelle le plus finalement dans ce que vous dites, c'est de voir l'absence des pays européens historiques qui étaient présents en Afrique avant. Je parle de la Belgique pour vous, hein, les Congolais, mais la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, je les vois très peu présents sur ces minerais. Et c'est dû à quoi, d'après vous? Alors, je pense que très rapidement, il y a beaucoup de raisons. Une des raisons, je ne vais pas le lancer de nouveau dans un catalogue, mais je pense qu'une des raisons qui est évidente, c'était que il y avait un désintérêt pour le secteur minier. C'était l'économie à la papa, ça intéressait personne. Vous comprenez, nous les Américains, on est beaucoup plus intelligents, on fait des services high-tech, nous on fait l'intelligence artificielle, on ne va pas commencer à chercher du manganèse, quelle bassesse. Donc il y a quand même un aspect mode qu'il faut pas sous-estimer. Okay. Et alors typiquement, je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, 20% du GDP, enfin du PIB américain, c'est du legal. Il faut réaliser ça. C'est-à-dire que c'est du service, sont des frais d'avocat, c'est des services d'avocat, c'est des expertises juridiques, c'est des paiements d'indemnités, etc. Quelle est la valeur finale de ça dans la richesse des gens ? Moi, j'ai tendance à vous dire que c'est du vent à la fin. Mais ça, c'est mon opinion. Mais, et donc, tout ça, c'est quelque chose qui a lourdement impacté toute la mentalité de génération d'étudiants qui se seraient sentis déshonorés de se plonger dans le minier. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas... les Canadiens et les Australiens, c'est un petit peu différent parce qu'ils ont des mines sur leur sol, et donc ils sont habitués à ça, ça fait partie de leur culture. Mais pour les autres, moi, je ne vois pas d'Allemands ici, je vois pas de Français, je vois pas de société belge, et c'est très intéressant à voir. Et vous savez quel est le plus dommageable dans cette histoire-là ? C'est que là aussi, il faut parler avec les vieux, hein, ceux qui sont sur le terrain. Mais ils vous disent, vous savez, là, il y a des grandes richesses ici sur la ferme qui est située ici dans les environs de Kolwezi. Les Belges, ils avaient une exploitation. Je suis sûr qu'ils avaient de l'or et des rubis. Ah bon, alors vous demandez. Et puis là, ils vous disent non, mais en fait, en Belgique, il y a effectivement une bibliothèque. J'y suis jamais allé, donc je vais pas m'avancer trop, mais où les Belges avaient fait une cartographie extrêmement précise des ressources minières au niveau du Congo en général et du Katanga en particulier. Vous pouvez y aller, vous pouvez pas prendre de photos et vous faites pas de copies. Voilà. Donc, mais tout ça pour dire que les ressources et la connaissance du terrain, ils l'ont, et il n'y a pas une seule mine belge ici. Ça vous l'observez. Voilà. C'est étrange. Voilà. Très étrange.
Ok. On va basculer sur la dernière question. L'émission est intitulée The Right Advice, le bon conseil. Et de par votre parcours et votre expertise dans les mines et dans la finance internationale, quels sont le ou les conseils que vous pourriez prodiguer aux futurs opérateurs du secteur, voulant saisir les opportunités que l'industrie minière congolaise offre et va continuer d'offrir au cours des prochaines décennies? Alors, moi, j'aurais tendance à avoir des conseils généraux, parce que bien sûr, il ne s'agit pas ici de dire, sur telle zone, attention, c'est du cuivre sulfuré, il va vous falloir telle machine. Parce que c'est pas une industrie facile d'accès, l'industrie minière congolaise. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut mentionner. Alors tout à fait. Et puis, bien sûr, vous avez des tailles d'investissement extrêmement différentes selon votre plan de production, selon le métal que vous traitez, etc., etc. Donc, il y a... et vous pouvez très bien... Il y a un certain nombre de gens qui sont très riches du côté de Bukavu ou bien de Goma. Ils n'ont pas la première machine et pourtant, ils exportent du coltan sans le moindre investissement. Mais il se trouve que si vous allez visiter la mine de Mutanda aux abords de Kolwezi, la valeur des investissements, c'est en centaines de millions de dollars. Donc il y a vraiment tout le spectrum. Donc je préfère me focaliser sur des conseils un petit peu généraux. Alors je dirais que le conseil général, c'est d'être ici, d'apprendre la patience, l'écoute, le respect des gens, de la culture locale. Sinon, bien sûr, si on arrive avec des schémas occidentaux mentaux, on perd patience rapidement, on s'énerve pour tout un tas de choses. C'est clairement pas la bonne approche. Un deuxième conseil que je pourrais donner, c'est et là aussi c'est une tentation, c'est ne pas brûler les étapes. C'est-à-dire, vous aurez toujours la tentation de brûler des étapes, vous dire bon, je tourne en rond. Et tout simplement de payer pour un coup de tampon rapide, d'accord, sur un document. Alors ça, je le déconseille fortement, je le déconseille parce que vous allez gagner du temps certainement, mais vous êtes totalement reliable. Vous êtes totalement à la merci, je vais en dire comme ça, je ne réussis pas à trouver le bon terme, mais de la personne qui vous a donné un coup de tampon. Si cette personne-là change de position, son successeur va arriver, va regarder le papier et dire qu'est-ce que c'est que ça. Et là, vous pourrez pas justifier, on va vous annuler vos permis. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut faire les choses correctement. Ça vous empêche pas d'être gentil avec les gens. Je pense même que c'est recommandable. Et puis les choses suivent leur cours. Et puis voilà, ça peut se passer bien. Et je dirais un dernier conseil. Qui est en lien un petit peu avec mon point précédent, c'est que bien sûr, on va pas se voiler la face et on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Bien sûr, il y a de la corruption au Congo. Je pense que je suis pas en train d'apprendre. Il y a de la corruption partout. Il y en a au Congo. Voilà. Bon. Ça nous empêche pas, nous, investisseurs occidentaux ou opérateurs occidentaux. Moi personnellement, j'ai un partenariat avec un ami, avec un partenaire et ami congolais, donc qui est majoritaire dans la société. Mais il faut avant tout rester fidèle à l'éthique et à l'approche business qu'on a en Occident. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on arrive au Congo que c'est le Far West. Donc vous aurez toujours quelqu'un qui vous dit, écoutez, pour vos sondages, je vous mets une équipe de 5 villageois qui vont vous creuser jusqu'à 20 mètres. Fort bien. Et si le trou s'effondre, ça fait 5 morts. Vous voulez vraiment ça? Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, c'est pas quelque chose que je fais. Et puis, il faut faire attention avec tout ce qui peut impacter en tant qu'occidental votre ESG scorecard, donc votre responsabilité environnement, social, governance. Tout ça, c'est analysé par les bourses occidentales, par les analystes, par les fonds activistes, par BlackRock. Aujourd'hui, BlackRock n'investit pas dans votre opération minière si vous n'avez pas un ESG scorecard qui est bon. Donc, tout dépend où vous voulez aller, bien sûr. Donc, moi, je vous dirais, soyez pas des cow-boys. Et puis, il y a quand même un exemple qui commence à dater un petit peu.
Mais je ne vais pas donner de nom, mais les gens trouveront ça sur Internet très rapidement. C'est qu'il y a quand même un grand dirigeant franco-suisse qui s'est rendu à Abidjan pour expliquer une pollution majeure qui avait entraîné de nombreux morts et des dommages invraisemblables, et qui s'est retrouvé un mois en prison à Abidjan. Ça commence à dater un petit peu cette histoire-là, mais elle est assez connue, et c'est ce qui attend les gens qui pensent qu'on peut faire absolument n'importe quoi sous prétexte que l'État a une présence, disons, moins prégnante qu'aux US ou bien en Allemagne, quoi. Voilà. C'est un petit peu les trois conseils que j'aurais. C'est des conseils généraux, mais je recommande fortement de les écouter, quoi. Voilà. Alors, en tout cas, ils sont de très grande valeur. Merci beaucoup, Monsieur Ménil, de nous avoir reçus dans vos bureaux. Avec plaisir, merci beaucoup. C'était mon plaisir.